Bonjour à tous, notre semaine consacrée au sommet de l'inclusion économique continue dans Smart Impact chaque jour. Un invité pour parler égalité des chances, croissance durable, recrutement diversifié, les grands thèmes de ce sommet qui est organisé ce 29 novembre à Bercy par la Fondation Mosaïque. Et c'est ce dont on parlera justement avec Aliette Leleu, la présidente de la Fondation Accenture, qui a l'ambition d'accompagner 100 000 jeunes vers l'emploi d'ici 3 ans. Chaque mois dans Smart Impact, je donne également la parole à Amancio Sampaio pour un tour du monde des bonnes pratiques Zoom sur le secteur de l'emballage. Aujourd'hui, peut-il se passer du plastique? Et puis dans Smart Ideas, vous verrez comment ECOA veut redonner le pouvoir aux producteurs de cacao. Ça passe par l'innovation. Voilà pour les titres. Smart Impact, c'est tout de suite avec le sommet de l'inclusion économique. Bonjour Aliette Leleu, bienvenue. Vous êtes donc la présidente de la Fondation Accenture. On démarre avec ce sommet parce que vous êtes vraiment investie dans ce sommet de l'inclusion économique. Qu'est-ce que ça représente pour la Fondation ? Donc, en fait, Accenture, on est très investi sur le sujet de l'inclusion et de la diversité depuis une vingtaine d'années. Et ce sommet, finalement, c'est une rencontre importante entre des acteurs publics, puisque ça se passe au ministère de l'économie et des finances, des associations, puisque c'est organisé par la Fondation Mosaïque, et puis des acteurs privés, des entreprises comme nous, qui sont moteurs sur ce sujet-là. Et pendant une journée, on va discuter tous ensemble de ce sujet de l'inclusion économique, de là où on en est, de ce qu'on peut faire, des bonnes pratiques, partager, échanger et essayer de trouver ensemble des solutions pour accélérer l'inclusion et la diversité et donc l'inclusion économique. Oui, vous disiez c'est un engagement de longue date pour Accenture. D'ailleurs, vous avez fait un don de 2 millions d'euros à Article 1 et à Mosaïque RH. Là, on est dans un projet précis, c'est pour faire quoi ? Oui, donc en fait, la Fondation Accenture, on l'a créée il y a 20 ans. Et elle est là pour accompagner des associations qui œuvrent sur des sujets autour de l'emploi, de la formation, notamment des jeunes, mais aussi de gens qui peuvent être très éloignés de l'emploi, en grande précarité. Et donc, en fait, on accompagne, par exemple, Article 1 et Mosaïque RH depuis de longues années pour les aider à accélérer, à avoir encore plus d'impact. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, Article 1 ou Mosaïque RH ? En fait, ils aident des jeunes, des personnes éloignées de l'emploi à se remettre en selle, à se mettre en selle. Ils les aident à franchir, aujourd'hui, la marche, qui est parfois assez haute, vers l'entreprise. Donc, en les aidant à mettre en valeur, en avant, leurs compétences, leurs études, et notamment toutes les soft skills. Et donc, ce projet particulier dont vous parlez... Oui, le projet, c'est 100 000 jeunes accompagnés vers l'emploi d'ici 3 ans. Exactement. Donc, c'est un chiffre qui est relativement important. Et c'est des jeunes dont certains ont des qualifications, d'autres en ont moins, mais qu'on va aider à valoriser notamment tout leur parcours. Parce qu'au-delà de leur parcours éducatif, de leur parcours scolaire, c'est des gens qui se sont investis dans le sport, investis dans des associations, dans des groupes. Et donc, mettre en avant toutes ces implications, toutes les compétences, tout ce qu'ils ont développé pour les rapprocher de l'entreprise. Puisque l'entreprise, en fait, on a souvent tendance à recruter sur des CV, sur des écoles, sur des stages, mais en fait, on cherche des potentiels. On cherche des gens qui ont fait des choses, qui savent travailler en groupe, qui ont envie de faire mieux, qui comprennent que, je veux dire, on n'arrive pas, pour arriver à quelque chose qui est bien, il y a beaucoup de travail avant. Et ça, finalement, c'est quelque chose qu'on apprend dans le sport. C'est-à-dire qu'on ne se présente pas à une compétition sans s'être entraîné. Et quand on s'est beaucoup entraîné, on connaît la valeur de cet entraînement. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on va faire avec Mosaïque RH et avec Article 1, au travers de ces dons, au travers de ce don-là, pour pouvoir aider, notamment tous ces jeunes, à aller vers l'emploi. Quelques chiffres autour de la Fondation Accenture, 150 000 bénéficiaires depuis 10 ans, 30% de collaborateurs engagés dans le mouvement, 50 associations accompagnées. Il y a notamment ce programme qui est un programme mondial d'Accenture qui s'appelle Skills to Succeed. C'est dans ce cadre-là. C'est quoi ce programme ? Qui peut en bénéficier ? Alors, ce programme Skills to Succeed, c'est un programme qu'on a mis en place au niveau mondial, justement, pour accompagner dans les différents pays, puisqu'en fait on est une entreprise mondiale, mais finalement très locale. On travaille on est implanté dans une cinquantaine de pays, on travaille dans 120 pays. On est un gros recruteur, on recrute énormément, et donc c'est travailler
en fait, c'est travailler avec l'écosystème dans le pays dans lequel on est pour faire émerger des compétences. Et donc, en fait, qu'est-ce qui peut en bénéficier? C'est principalement des associations qui œuvrent, comme je le disais, autour de la formation, autour de l'insertion, autour de l'emploi, et on va les accompagner. Et donc, comment on les accompagne? C'est que nous, on a un vivier de 600 000 personnes dans le monde qui sont des experts sur beaucoup de sujets. Et donc, on va aider ces associations à passer à l'échelle. Et comment on le fait? On les aide à définir leur stratégie, à regarder comment elles peuvent essaimer sur le territoire. On les équipe beaucoup en technologie. Oui, alors justement, quel rôle la technologie peut jouer comme je sais pas, est-ce que c'est un accélérateur d'impact pour vous? C'est un connecteur. Oui. C'est un accélérateur d'impact et c'est un connecteur. C'est-à-dire que la technologie, et notamment, par exemple, prenez l'exemple des plateformes. Oui. On a travaillé avec Mosaïque sur une plateforme qu'on a fait pour eux qui s'appelle Diversifier vos talents. 30 000 jeunes aujourd'hui prêts à l'emploi qui sont sur cette plateforme. C'est un connecteur entre les jeunes et entre les employeurs, où ils se présentent, ils déposent évidemment leur CV, mais aussi il y a des moteurs pour les aider à identifier ce dont je parlais, leurs fameuses compétences, leurs autres compétences, leurs soft skills, et comme ça les recruteurs en fait ont une vue globale sur les candidats. Donc ces plateformes, elles jouent un peu ce rôle de connecteur entre les jeunes ou entre les gens qui recherchent de l'emploi et l'entreprise. Diversifier vos talents.com, plus de 25 000 profils de jeunes, c'est ça, 30 000 aujourd'hui. Ils passent sous les radars sans ces plateformes-là, sans ce système-là? Je pense les radars de Pôle emploi, les radars des entreprises et de leur modèle de recrutement, vous voyez ce que je veux dire? Pas toujours, pas forcément, mais en partie. Ouais. Et en partie parce que je pense qu'une grande partie de ces jeunes-là n'ont pas forcément tous les codes de notre société. Est-ce qu'il y a un peu d'autocensure aussi parfois de leur part? Il y a beaucoup d'autocensure. Ouais. Et d'ailleurs, j'accompagne aujourd'hui un jeune au travers du mentorat et je pense qu'on y reviendra. Et finalement, je me rends compte qu'effectivement, il y a énormément d'autocensure, de difficultés à aller vers l'autre, de dévalorisation ou de difficultés à mettre en valeur des expériences. Typiquement, le jeune avec lequel je travaille aujourd'hui, qui a fait énormément de sport, des championnats départementaux, régionaux et même nationaux, une petite ligne dans son CV, quand il s'est présenté à moi la première fois, il n'en a pas parlé. Alors qu'en fait, quand on s'est mis à en parler, mais on en a parlé pendant une demi-heure. Parce que moi, ça m'a forcément intéressé, c'est un monde que je ne connais pas. Et tout ce qu'il a fait, je veux dire, c'était assez extraordinaire. Un jeune, un mentor, c'est quoi? C'est une plateforme, c'est ça? Un jeune, un mentor, c'est une plateforme que nous avons aussi développée, donc Accenture et notre filiale Octo, pour le collectif du mentorat. Donc c'est une quarantaine, je pense, plus d'une quarantaine d'associations qui sont sur les sujets du mentorat. Et alors là, c'est un jeune d'un côté qui dit « j'ai besoin d'aide » et de l'autre, un professionnel qui va lui tendre la main en lui disant « je peux t'aider ». Et donc cette plateforme... Ça prend combien de temps? Allez-y, expliquez. Cette plateforme, elle a pour but de mettre en relation ce jeune et ce mentor potentiel, ce professionnel qui va l'aider. Et alors, ça peut prendre le temps que vous voulez. Oui, c'était ma question. L'accompagnement, il est variable, quoi. Il peut être variable. Donc, en fait, quand vous êtes sur un jeune, un mentor, vous dites quel type d'accompagnement vous voulez faire. Et ça peut être un coup de pouce, c'est-à-dire que vous allez passer une demi-heure, une heure à relire un CV, à relire une lettre de motivation et à aider à l'ajuster. Et ça peut être un accompagnement dans le temps pour quelqu'un qui se cherche professionnellement ou qui cherche ou même qui ne sait pas quelle étude il va faire, pour quelqu'un qui se cherche professionnellement, pour quelqu'un qui a une difficulté à trouver un stage, un emploi. Donc c'est variable. Donc, ça veut dire que moi, je peux m'inscrire sur la plateforme pour proposer mes services de mentorat, c'est ça? Exactement. C'est aussi simple que ça. Vous vous inscrivez sur un jeune, un mentor, vous dites « je veux donner un coup de pouce » ou « je suis prêt à m'engager dans le temps », je préfère accompagner quelqu'un qui est plutôt dans cette tranche d'âge. Et ensuite, cette plateforme, en fait, elle va vous diriger vers une des associations qui va vous matcher, comme on le dit aujourd'hui, avec un jeune en fonction de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez apporter et des besoins de la personne qui est en face de vous. Accenture, c'est évidemment l'un des leaders mondiaux des services aux entreprises d'administration, expertise de pointe dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Quelques chiffres, vous en avez cité quelques-uns, mais 624 000 employés dans 120 pays, plus de 7 000 collaborateurs en France, 40 secteurs d'activité, 80% des entreprises du CAC 40. Voilà, on voit ces chiffres qui sont en train de s'afficher. D'ailleurs, plus de 7 000, ça a encore augmenté, c'est ça? Vous êtes Oui, on est à près de 8 000. Et effectivement, donc ça veut dire
dire que vous recrutez massivement, énormément, quoi. Énormément. Et donc, quand on passe de 7 000 à 8 000, ça veut dire que c'est tout type de talent? C'est tout type de talent, c'est tout type d'expertise, parce qu'on a beaucoup de métiers. Ouais. Je veux dire, le conseil, je veux dire, sur des industries. Donc, il faut connaître des industries, l'aéronautique, la banque, l'assurance. Mais c'est aussi des compétences technologiques sur des sujets de technologie. Donc, il y a beaucoup, déjà, de diversité de par les métiers que nous effectuons. Et puis après, comme vous le dites, quand on est 600 000 et quand on est dans 120 pays, quand on travaille avec des grandes entreprises, on aime avoir des gens qui viennent de tous les horizons. Et donc effectivement, c'est beaucoup de diversité dans le recrutement, de la diversité aussi simple ou basique que homme-femme, mais qui est un vrai sujet quand on travaille sur les technologies, puisque arriver à la parité, qui est un engagement d'Accenture, on a dit en 2025, on sera au niveau mondial à 50-50 hommes-femmes. Il y aura autant d'hommes que de femmes, ou autant de femmes plutôt que d'hommes. Chez Accenture, c'est un vrai effort, puisque C'est plus compliqué dans certaines régions du monde que d'autres. Est-ce qu'il y a des régions du monde où finalement les métiers de la tech sont des métiers plus féminins ou moins masculins? Alors, je vais plutôt dire ça, moins masculins que par exemple en Europe. Alors moi j'ai été beaucoup en Asie, donc je peux peut-être répondre en Asie, c'est peut-être un petit peu différent, mais ça reste un sujet. C'est-à-dire qu'en Europe c'est un gros sujet, en France en tous les cas c'est un gros sujet, je ne pourrais pas parler pour les autres pays. En Asie ça l'est aussi, ça l'est peut-être un tout petit peu moins. Notamment dans les pays émergés, dans les pays émergents, je veux dire on voit beaucoup de femmes se diriger vers ces métiers-là. Mais en France finalement c'est toujours le vivier, c'est-à-dire qu'en fait les femmes vont moins spontanément vers la technologie, mais aujourd'hui chez Accenture, on s'attache à avoir un recrutement à 50-50 entre hommes et femmes, et on y arrive. Mais c'est beaucoup d'éducation. On commence tôt, dans les lycées, je veux dire, pour sensibiliser les enfants, les jeunes, les hommes comme les femmes, à nos métiers, leur montrer que tout le monde peut y arriver, que c'est des métiers qui sont ouverts, avoir des rôles modèles. Mais est-ce que ça veut dire aussi avoir un programme de formation ou de certification? C'est-à-dire, vous disiez, on va trouver un talent. Voilà, quelqu'un qui a fait ses preuves dans un domaine qui n'a rien à voir avec la tech, il va falloir le former. Exactement. Alors donc en fait, on a différents programmes. Il y a des gens qui vont arriver, ils sont prêts pour nos métiers, des hommes comme des femmes. Je veux dire, des hommes comme des femmes, de diverses origines, je veux dire en situation de handicap ou non. Donc tous ces gens-là, ils rentrent dans nos métiers. Mais il y a des gens qui ont le potentiel, mais pas encore forcément l'expérience. Et donc c'est vrai qu'en fait, on met en place des programmes, et notamment on en met en place avec Pôle Emploi, avec des instituts de formation et Accenture, où on identifie des talents, des potentiels, et on les forme pendant 3 mois. Donc, ils vont devenir apprenants pendant 3 mois sur nos métiers. Vous les avez cités, le cloud, la sécurité, SAP, Salesforce, ces grandes plateformes dont on entend parler. Et au bout de 3 mois, on s'engage à les recruter. Donc, on les recrute, mais ça ne s'arrête pas là. On les recrute et on continue de les accompagner pour qu'ils réussissent dans l'entreprise. Merci beaucoup. Merci Aliette Leleu. Bon sommet de l'inclusion économique. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite au tour du monde d'Amancio Sampaio. Zoom sur les emballages aujourd'hui. Bonjour Amancio Sampaio, bienvenue. Heureux de vous retrouver, ancien dirigeant dans le secteur de la consommation, aujourd'hui conseiller en stratégie et investissement d'entreprise avec ce prisme de la RSE qui est vraiment au cœur de votre métier. Vous nous faites dans cette émission parcourir le monde à travers des tendances qui font bouger la consommation. C'est quoi le thème que vous avez choisi aujourd'hui ? Bonjour Thomas. En fait, les thèmes d'aujourd'hui, j'ai choisi de parler des emballages, plus particulièrement des emballages en plastique. Comme nous le savons tous, il y a une prise de conscience depuis ces dernières années sur l'impact environnemental du plastique. Et pour cause, en fait, les chiffres sont astronomiques. Par année, dans le monde, plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites. De ce montant-là, environ 160 millions, c'est des plastiques à usage unique, des emballages, qui représentent donc 36% du total, mais 50% des déchets. Et c'est là la problématique centrale, parce qu'on utilise un matériau qui va se dégrader sur des siècles, ou même l'éternité, pour des choses qui vont avoir une utilisation très rapide, en fait. Parfois quelques jours seulement. Ou parfois quelques minutes même. Voilà, quelques minutes même. Et c'est ça la problématique, parce qu'on génère une quantité de déchets gigantesques,
qu'on n'a pas tellement optimisé encore son traitement. Ouais. Ça veut dire jusqu'à présent, on a environ 9% qui sont recyclés, 12% incinérés et 79% qui finissent en déchets, ou bien dans la nature, c'est encore pire. Et c'est ça qui fait un problème central en fait, des sociétés aujourd'hui. Alors, on en parle régulièrement dans cette émission, évidemment, Amancio. Au niveau français, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-dessus, mais comment ce sujet il est pris en charge ailleurs, déjà, en dehors de France ? Si on parle ailleurs au niveau de cadre réglementaire, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on sait que la production annuelle, elle est en augmentation, année après année, mais il y a des gouvernements autour du monde actuellement qui se saisissent du problème pour courber ce fléau, surtout avec ces plastiques à usage unique. Et c'est là où on voit des avancées réglementaires qui vont dans les deux sens. Un, sur l'interdiction de produits qui sont jugés plus problématiques, et aussi pour l'encouragement de recyclage. Et si on utilise l'exemple de la communauté européenne, où il y a un cadre déjà en place, nous voyons déjà dans la question de l'interdiction, cette année, il y a déjà l'interdiction de certains plastiques à usage unique, coton-tige, que ce soit les pailles en plastique aussi, et il y a aussi les cadres pour promouvoir en fait les recyclages. Et c'est là on voit que graduellement, à l'horizon par exemple de 2025, 25%, ça il est en quota nouveau, de 25% du contenu des bouteilles PET doivent être déjà de matériaux recyclés. Et ça, graduellement, va augmenter à 50% en 2030. Et c'est là, ça veut dire, c'est aussi la date, en 2030, c'est la date où tous les bouteilles plastiques en communauté européenne doivent être déjà recyclées. Donc il y a un mouvement, une réglementation européenne qui est incitative, ça va plutôt dans le bon sens. Qu'est-ce qui bloque encore ? Ben voilà, c'est vrai que le recyclage, ça va vraiment dans le bon sens. C'est une bonne question parce que ça va dans le bon sens. C'est beaucoup mieux de recycler que d'incinérer ou surtout d'envoyer comme déchets. Par contre, il y a encore des limitations. Et les limitations sont d'ordre technique et de l'ordre des coûts. Par exemple, le plastique recyclé, la plupart des plastiques, ils peuvent se recycler qu'une ou deux fois. Et généralement, les mélanges qu'elles produisent, c'est de plastiques différents qui vont avoir en fait une moindre qualité pour des produits à très basse valeur ajoutée. Donc voilà une des limitations. D'autre part, même d'autres plastiques, comme on appelle les biodégradables, aussi ont ces limitations techniques parce qu'en fait, ils vont se décomposer seulement à des très hautes températures qui ne sont pas présentes vraiment dans la nature. Et généralement aussi, les usines de traitement des déchets, elles ne sont pas prêtes à traiter spécifiquement la décomposition de plastique biodégradable. Donc, une bonne partie finit aussi pour être incinérée ou enfouie, en fait. Et alors, la réduction du fléau du packaging plastique, ça nécessite un effort continu. Vous parlez des 3 R. C'est quoi les 3 R ? Ouais, voilà. Quand on a échangé, je parlais justement que les recyclages seulement, ce n'est pas la solution. Il faut être intégré sur les 3 R. Les 3 R de la gestion des déchets, que c'est vraiment la question de réduire, de réutiliser et certainement de recycler, comme on avait dit, d'une meilleure façon possible. Alors, réduire, réutiliser, recycler. On commence par réduire. Ben voilà, réduire, ça implique déjà un changement des habitudes des consommateurs. C'est là par plus de conscience, des alternatives innovantes, évolution du cadre réglementaire. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit, quoi. Ben voilà, exactement. Le meilleur déchet, c'est celui-là qui n'arrive même pas à être traité. Il faut rappeler cette évidence. Est-ce qu'il y a des exemples d'initiatives des entreprises qui vont dans ce sens-là ? Oui, bien sûr. Et là, je vais utiliser un échantillon un peu large. Je parler des grosses organisations, mais aussi des start-up, pour montrer qu'il y a de l'innovation et il y a du développement dans ce domaine. La première, c'est la société, par exemple, SodaStream, qui a été rachetée par Pepsi pour 2,3 milliards de dollars en 2018. Et c'est là, ça change totalement la logique des boissons, parce que les consommateurs, ils peuvent créer son eau ou son boisson gazéfiée directement à la maison. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une disruption de Pepsi dans son modèle de base, en fait, qui implique de la logistique et des emballages en plastique. Après, on peut passer à des startups aussi qui essayent de bousculer et amener de nouvelles alternatives. Je peux utiliser un exemple d'outre-mer. Dans les domaines de l'eau minérale, il y a la société Flow qui a lancé en fait
de l'eau en brique, en carton. Oui. Et c'est totalement contre les codes de l'industrie que c'est des bouteilles transparentes, que ce soit en verre, que ce soit en plastique, mais par contre avec un moindre impact environnemental. Et là, si on revient en France aussi, il y a une autre start-up dans le domaine de la lessive, Spring par exemple, que eux, ils ont éliminé totalement les plastiques de son emballage. Et c'est là, quand on compare en fait avec les bidons en plastique classiques de la lessive. Ouais. Donc ça, c'est le R de réduire pour réutiliser. Réutiliser, c'est déjà intéressant parce qu'on va parler de l'emballage à consigne un peu 2.0. On avait l'emballage à consigne à la base, je l'imagine au début du siècle. On a changé avec le développement du plastique, la technologie. Et maintenant, on peut repenser de revenir en arrière en utilisant des leviers technologiques existants. Là, un bon exemple, c'est l'initiative Loop qui regroupe des grandes industries de la consommation, le majeur de la distribution, un acteur spécialiste de l'économie circulaire. Et l'idée, en fait, c'est d'offrir aux consommateurs, d'une façon où il y a de la praticité, la possibilité d'utiliser de l'emballage réutilisable. En fait, et là, ici en France, c'est déjà implémenté chez Carrefour, par exemple. Oui, effectivement. On a eu réduit, on a eu réutilisé, il nous manque le recycler. Les recycler, comme je vous ai dit, il y a des limitations, mais il y a aussi des avancées techniques. Et je crois que c'est le vrai sujet, même pour toutes les grandes entreprises de la consommation. Bien sûr, ils sont actifs dans les 3 R, de réduire, de réutiliser et de recycler. Mais le recyclage, c'est les corps de métier, c'est très important pour la pérennité de leur business. Mais oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que pour certains groupes, ils n'ont pas le choix, quoi. Il faut qu'ils entament cette transition. Voilà, ils commencent déjà et il y a des engagements volontaires, bien sûr, dans le sens de dire, voilà, on s'engage déjà à améliorer les recyclages pour être un peu plus efficaces. Alors, si on prend quelques engagements, Coca-Cola par exemple. Coca-Cola, parmi les entreprises que j'ai regardées, qui sont vraiment celles-là qui créent le plus grand nombre d'emballages jetables, Coca-Cola, ils regardent à l'horizon de 2025, tous ces emballages, ils vont être recyclables. Déjà là, ils ont aligné la couleur de plastique pour faciliter aussi le processus de recyclage. Et à 2030, 50% des composants, ils vont être déjà recyclés dans les bouteilles PET. Un autre exemple, Procter & Gamble par exemple. Procter & Gamble, là, ils ont regardé juste à l'horizon 2030. C'est assez clair aussi qu'à l'horizon 2030, à la fin de la décennie, tous ces produits vont être recyclables ou bien réutilisables. Allez, on termine en conclusion. Vous avez un 4e R en magasin, c'est le R de réinventer. Voilà, j'ai dit de réinventer parce qu'en fait, il y a une question actuellement qu'il y a un triangle qu'on va avoir avec la conscience consommateur, la pression des investisseurs et l'évolution des cadres réglementaires qui vont être quand même des moteurs pour des avancées technologiques et scientifiques pour dynamiser et accélérer en fait tout le 3 heures précédent, en fait, pour vraiment pouvoir courber le fléau du plastique dans la nature. Avec un exemple, là aussi, d'une innovation à la française. Voilà, là, on a un très bel exemple, en fait, c'est les startups carbieuses que eux, ils utilisent des enzymes pour décomposer les plastiques de toutes les couleurs et arriver à la possibilité de régénérer comme du plastique vierge. Et c'est là permet le recyclage du plastique en continu. Voilà. Ça, changement et on retombe sur le début de la chronique. Nous aussi, on est circulaire dans la chronique. Merci beaucoup, Monsieur. C'était passionnant. À très vite dans Smart Impact. On passe à Smart Ideas. Tout de suite, on parle production de cacao avec mon invité. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, tout de suite, je vous présente mon invité Esther Loutété. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la fondatrice d'ECOA. C'est quoi l'ambition, l'idée de départ d'ECOA? Alors, l'idée de départ pour ECOA, c'était de revaloriser une matière première qui est le cacao, ou comme on l'appelle aussi l'or brun. Il faut savoir que le cacao est très connu, déjà pour le chocolat évidemment, mais aussi pour ses grandes capacités, sa contenance en oligo-éléments et en fer, en magnésium par exemple. Et moi, l'idée, c'était de le revaloriser, mais à des fins agricoles, c'est-à-dire de le réutiliser, de recycler ses déchets et d'en produire un fertilisant biologique.
D'accord, donc c'est vraiment prendre les déchets du cacao et créer. Donc ça veut dire que ça passe par de la technologie, ça passe par de la recherche et développement. Vous en êtes où depuis l'idée jusqu'au produit? Vous en êtes où aujourd'hui? Alors c'est exactement ça. Ça passe par de la biotechnologie. Ouais. Alors moi j'ai développé on va dire une technologie qui permet de fertiliser, de fermenter ces déchets. Ouais. Et grâce à ça de biostimuler le cacao, donc les déchets du cacao, et ensuite d'en former un fertilisant. Donc là où j'en suis, ce serait vraiment de pouvoir approfondir ces recherches en laboratoire pour mieux tester la faisabilité en fait de ce nouveau fertilisant. Donc vous cherchez quoi? Des partenaires financiers? On en est où du développement d'Ecoa? Alors je cherche deux types de partenaires. Ouais. D'abord des partenaires financiers pour pouvoir financer toute la partie R&D, mais aussi des partenaires fournisseurs pour pouvoir avoir cette matière première. Donc les maîtres chocolatiers, les transformateurs de cacao, mais aussi et surtout les producteurs de cacao. Ce fertilisant, qu'est-ce qui pourrait changer pour les producteurs de cacao? Alors, ce qui pourrait changer, c'est pas mal de choses. Déjà, le fait d'utiliser un fertilisant biologique et organique. Donc, éviter tout ce qui est engrais chimiques, engrais minéraux qui, aujourd'hui, on le sait, sont très néfastes pour les sols. Et en même temps, ça permet aussi d'améliorer la qualité fertilisante des sols. Le cacao a cette capacité d'apporter tous les éléments que lui, il possède dans le sol pour améliorer l'état des sols en général. Alors ce marché du cacao, il y a beaucoup à en dire, il est fortement déséquilibré aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi ça que vous voulez changer avec cette idée? Totalement. C'est le point de départ même presque. Oui, alors non seulement c'est le point de départ, mais c'est le mot d'ordre d'Ecoa, c'est l'équilibre. Ouais. Le problème aujourd'hui, c'est que le marché du cacao est extrêmement déséquilibré. Ceux qui le transforment en récoltent la quasi-totalité des bénéfices par rapport à ceux qui le produisent. Avec Ecoa, l'objectif, c'est de rééquilibrer en apportant à ces producteurs une nouvelle source de revenus, donc en leur achetant leurs déchets qui aujourd'hui ne sont pas valorisés. Et grâce à cette source de revenus, rééquilibrer, même si c'est de manière infime, mais un marché qui est aujourd'hui en très grand déséquilibre. Donc c'est redonner un peu plus de pouvoir, on est humble, mais un peu plus de pouvoir aux producteurs, c'est ça? Oui, c'est ça, et surtout d'ouvrir les yeux à ces transformateurs qui finalement ont une matière première réutilisable, mais qu'ils ne valorisent pas encore aujourd'hui. Pour l'instant, il y a zéro filière de revalorisation des déchets du cacao? C'est très peu réutilisé, très très peu. D'accord. Vous avez bénéficié de plusieurs programmes d'incubation, de tremplin depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Beaucoup de choses. D'abord de la confiance. Je ne sors pas du tout du domaine de l'agriculture. Moi, je suis plus biologiste. Donc, du coup, j'avais ce problème de légitimité dans le fait de est-ce que c'est vraiment un projet qui me correspond? Est-ce que je suis vraiment légitime à porter ce type de projet? Et finalement, être incubé, être accompagné, ça m'a beaucoup aidé à avoir de la confiance, à avoir de l'assurance. Et surtout, je n'avais pas de parcours entrepreneur. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme programme d'incubation? Il faut les citer. Alors oui, j'ai été incubée d'abord au Shaker, au Génopôle, le grand biocluster de recherche à Évry. Donc eux, ils m'ont beaucoup apporté. J'ai eu mes premières formations en tant qu'entrepreneur, les premières bases sur comment monter un business plan, comment monter une entreprise tout simplement. Ça a été vraiment ma première incubation. Ensuite, je suis allée dans le booster du Génopôle. C'est vraiment la phase 2 un peu du Shaker. C'est pour ceux qui ont déjà fait les premières marches au Shaker et qui veulent vraiment approfondir leurs connaissances. Et ensuite, j'ai été sélectionnée donc, au Leadership Programme par l'association Diversity Days. Et ça a été un véritable tremplin pour moi. Quel type de tremplin? À quel point ça accélère l'aventure? Alors, ça a ouvert mon réseau d'une manière inimaginable. J'ai rencontré des entrepreneurs extraordinaires. J'ai fait des formations avec vraiment des coachs formidables. Ça m'a ouvert les yeux sur le monde de l'entreprise, sur ce que je pouvais moi-même apporter, sur ce que les autres pouvaient m'apporter, sur l'importance d'un réseau, bien qu'on le sait tous. Mais quand on en a un, et quand on est en pleine création d'un réseau, on se rend compte à quel point c'est primordial. Merci beaucoup. Merci Esther Loutété-Bonvent. On vous souhaite d'aller loin avec Ecoa et on est en plein dans la thématique du sommet de l'inclusion économique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la production, à la programmation, Margot Ruot à ses côtés, Elisa Bernardo à la réalisation et Saïd Mamou au son. Que serais-je sans vous? Salut.